Alors juste, je vous partage là, et vous les aurez dans le support aussi, mais les quelques liens utiles, pardon, pour, on va dire, approfondir un peu, voilà, ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Donc, à savoir le site national de référence, donc qui est géothermie.fr. Donc, où vraiment, vous avez tout type de ressources, des actualités, donc soit au national ou aussi par région, et tout un tas d'outils, notamment la cartographie. Vous pouvez voilà, sélectionner différentes couches afin de voir un peu le potentiel, la réglementation GMI, enfin voilà, tout un tas de ressources. N'hésitez pas à parcourir ce site-là. Et on a également le site de l'AFPG, donc l'Association française des professionnels de la géothermie, voilà, qui met aussi à disposition beaucoup de ressources et également aussi dans sa médiathèque, comme je vous l'ai mentionné, les précédents replays des webinaires des années passées. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter toutes ces ressources. Alors, on va passer après donc à la partie questions-réponses. Juste avant ça, je voulais vous mentionner le deuxième webinaire, vous le rementionner, donc qui sera vendredi prochain. Donc là, cette fois-ci, on va dire rentrer un peu plus dans la date technique et traiter un peu les bonnes pratiques pour optimiser son installation de géothermie. Voilà, on va vraiment s'attarder sur voilà, les quelques anomalies qu'on peut avoir dans la géothermie et donner vraiment les conseils pour éviter ce type d'anomalie et surtout vraiment optimiser à 100% son installation de géothermie. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà vous noter cette date. Donc c'est sur le même horaire, vendredi prochain. J'ai vu qu'il y avait la question sur le lien. Donc le lien, il vous sera transmis comme pour ce webinaire d'aujourd'hui, quelques jours avant le webinaire, donc a priori mercredi ou jeudi. Donc, il vous sera transmis si vous êtes inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à vous inscrire toujours via le lien du formulaire. Euh, je remercie aussi donc toutes les questions qui ont pu être posées, donc et merci aux membres du réseau d'animation qui ont pu être à l'affût et répondre très hâtivement à toutes ces questions. On va prendre les questions non répondues juste après. Euh, Aussi pour vous rementionner que le replay et le support de ce webinaire seront disponibles prochainement, que aussi on va vous envoyer un lien, voilà, un questionnaire de satisfaction que je vous envoie aussi dans la conversation pour voilà, donner votre avis sur ce webinaire, puisque votre avis compte et ça nous permet de nous améliorer pour les années à venir. Et sinon, on peut passer au temps de questions-réponses. Alors, je ne sais pas si peut-être Xavier, Armand, Lauriel, Oui, tout à fait. ouais, vous pouvez nous faire remonter les questions. En effet, il a été possible de répondre à de nombreuses questions directement au lien de la discussion, mais nous vous en avons gardé quelques-unes, soit parce qu'elles peuvent vraiment concerner tout le monde, soit parce que nous n'avions pas nécessairement les réponses et que nous espérons que vous les aurez. Alors, une première question qui va peut-être plutôt s'adresser à Estelle. Quelle est la différence entre rafraîchissement et climatisation? Oui. Alors la différence entre rafraîchissement et climatisation, donc rafraîchissement, on va chercher à obtenir un confort en fait par échange direct de calories. Donc globalement, un rafraîchissement, on considère que au maximum, on sera capable de diminuer la température de 5 degrés par rapport à la température qu'aurait le bâtiment. Donc par exemple, si votre bâtiment il aurait été à 30 degrés l'été, du rafraîchissement permettra de descendre à 25, pas plus. Et donc du coup, on est vraiment indexé sur la température du bâtiment de façon standard. Et on baissera globalement de 5 degrés maximum cette température. Parce qu'on n'a pas d'action, on va dire, c'est vraiment un échange, une fraîcheur qui est apportée. Le froid actif ou climatisation, du coup, c'est là l'idée, c'est qu'on va chercher à atteindre une température de consigne. Donc si jamais on veut descendre de 15 degrés la température du bâtiment, on sera capable de le faire puisqu'on passe par la pompe à chaleur. Donc du coup, on va vraiment chercher à abaisser pour une atteinte de consigne. Donc rafraîchissement, c'est dans le mot, hein, froid passif, rafraîchissement maximum 5 degrés juste par circulation de fluide et froid actif ou plutôt climatisation, on veut une température de consigne et donc on sera capable de dépasser largement ces 5 degrés.
Bien, merci beaucoup. Donc, avec, si j'ai bien compris, cette nuance que c'est bien 5 degrés par rapport à la température que le bâtiment aurait eu, mais donc potentiellement plus par rapport à un pic de température extérieure. Disons que s'il fait 35 degrés dehors, peut-être qu'on aurait eu 30 degrés dans le bâtiment et qu'on va réussir à avoir 25 degrés grâce au rafraîchissement. C'est ça. Euh, une deuxième question qui a été posée plusieurs fois et donc je vais vous la poser sous deux formats. Sous le premier format, ça va peut-être concerner plutôt Estelle et Sandra qui ont parlé de temps de retour sur investissement. Sous le deuxième format, peut-être l'ADEME pourra-t-elle nous répondre plus précisément. Donc premier format, le temps de retour sur investissement de 8 à 13 ans et à quelle solution de référence est-ce qu'on se compare? Deuxième format de la même question. Quel est le coût au mètre carré d'une installation géothermique par rapport à d'autres systèmes énergétiques? Et quel est le coût de réalisation de l'installation et le coût global en tenant compte du rendement des installations? Voilà, si quelqu'un sait apporter des réponses. Pour le premier, je peux répondre. Le 8 à 13 ans, ouais, j'y vais. Le deuxième, il faudra que tu me la reposes, Xavier, parce que j'ai pas imprimé au fur et à mesure. Donc le 8 à 13 ans, c'est un chiffre que l'on va retrouver dans un guide qui avait été fait avec l'ADEME, le BRGM et en partenariat avec la FPG, qui s'appelle Bonne raison de choisir la géothermie. Et en fait, ça avait été une analyse des études. En fait, on avait pris les dossiers dont on avait connaissance. Donc, c'est une étude, c'est des chiffres qui commencent à être un petit peu anciens, puisque de mémoire, je crois que c'était 2017 ou 2019, je dirais que ça avait été publié. Donc, il faut savoir que l'ADEME a mené enfin, chaque année mène également des analyses des coûts des différentes énergies renouvelables. On voit que globalement, on reste toujours à peu près dans cette fourchette-là. Et donc là, récemment, on a eu une analyse des coûts d'installation géothermique. Et donc, enfin, ces données sont vouées à être remises à jour, recomplétées au fur et à mesure, mais on se rend compte qu'on est quand même autour de cette dizaine d'années. Donc, c'est plus, on essaye de prendre des projets dans toute la France. Là, c'est vraiment un mix sonde, nappe, et c'est une moyenne vraiment très, très globale. Après, de toute façon, il y aura une analyse qui sera faite au cas par cas du projet. Je ne sais pas si j'ai répondu. Eh bien, je crois que oui, sachant que la solution de référence était probablement assez souvent du Ah gaz. oui, du gaz, oui, tout à Voilà. fait. Et donc, je repose le deuxième format de la question qui va rejoindre, j'imagine, les études d'ITEL COE. Est-ce qu'on est capable de dégager un coût au mètre carré d'une installation de géothermie? Et est-ce qu'on peut donner également un ordre de grandeur du coût de réalisation de l'installation, ainsi que du coût global de fonctionnement de cette installation? Alors moi, j'ai quelques chiffres, mais c'est pareil, c'est en Occitanie. Et ça va être, c'est pas par rapport au mètre carré, c'est par rapport plutôt à la puissance, puisque les mètres carrés ne veulent pas dire grand-chose. Nous, ce qu'on a, c'est si on est entre 2004 et 4002 donc, par euro du kilowatt en sonde. Et en nappe, on serait plutôt entre 500 et 1005. Non, ça c'est pour le forage. Total installation, je ne l'ai pas. Ça c'est plus, on ne fait pas assez de nappe. Estelle, toi tu as une idée peut-être? Je sais que c'est un peu moins cher, ça c'est certain. Alors, moi, je vais renvoyer vers la boîte à outils qu'on est en train de mettre à jour. Donc, vous aurez une version plus actualisée dans, sous peu, dans quelques mois tout au plus. En fait, on a une fiche données économiques de votre projet avec quelques ratios. Donc, il faut savoir que dans un projet de géothermie, il y a plein d'étapes. Et donc, du coup, on va avoir des coûts et des fourchettes de coûts sur chacune de ces étapes, chacun de ces éléments. Donc, on a des fourchettes de coûts pour les forages, des fourchettes de coûts pour les études, des fourchettes de coûts pour les pompes à chaleur. Voilà. Et donc, en fait, on a une fiche qui va redétailler un petit peu tous ces éléments à prendre en compte et qui, effectivement, dépendra de la région, du contexte hydrogéologique, de s'il y a des difficultés particulières dans le sous-sol. On ne va pas avoir les mêmes coups de forage si si on doit traverser des sables ou si on est dans du calcaire. Donc voilà, ça va y avoir plein de changements de ce topo-là. Mais du coup, je vous ramène donc vers la boîte à outils
donc ADEME, BRGM, et donc là qu'on va remettre au goût du jour animation nationale, qui vous donne ces fourchettes de coûts. Donc on ne peut pas être vraiment plus précis, c'est notamment à ça que sert l'étude de faisabilité qui va permettre d'affiner tous ces coûts-là, mais vous aurez des fourchettes poste par poste qui peuvent vous permettre peut-être d'avoir une fourchette haute et une fourchette basse. Peut-être pour compléter, en plus de ce que tu viens de dire, Estelle, c'est aussi, alors en plus de bien sûr être l'objet de l'étude de faisabilité, pour avoir des fourchettes de coûts plus localisées, vous pouvez aussi simplement vous rapprocher soit de votre DRADEM, soit de votre chargé de mission multi-ENR, ambassadeur, peu importe le nom qu'on lui attribue, ou animateur et animatrice géothermie locale, puisque c'est vraiment, comme tu l'as dit Estelle, très lié aussi au contexte qu'on va traverser. Alors aussi bien au contexte géologique pour la partie forage qu'au contexte de la filière, on va dire, locale. N'hésitez pas à vous rapprocher plus localement, c'est très difficile de donner des coûts nationalisés. Il y en a, mais du coup, vous serez moins proche de la réalité. Bien, merci beaucoup pour vos retours. Donc, désolé si on ne peut pas vous donner un chiffre précis et exact. En outre, comme ça a été mentionné par Estelle, c'est vrai que on vous présente ici la géothermie. On n'a pas parlé du bâtiment d'une façon très poussée, mais une même surface de bâtiment, selon son usage et selon son niveau d'isolation, ne correspond pas du tout aux mêmes besoins thermiques et donc au même coût d'installation non plus. Je reste dans la partie sur les coûts. Est-ce que quelqu'un est capable de donner un ordre de grandeur ou une fourchette de coûts pour une étude de faisabilité? Ça dépend où. Donc, si Ouais. c'est par chez nous, moi j'ai des prix, mais je ne sais pas si c'est pareil partout. En gros, Oui, peut-être que côté ADEME, là, au niveau national, alors, évidemment, c'est toujours délicat de donner un coût fixe pour une étude parce que, comme on le comprend bien tous, ça va dépendre de la taille du projet, de la techno envisagée, puis aussi de la complexité du projet. Pour voir passer donc les aides aux études, pour les plus petits projets, on va avoir des coûts d'études de l'ordre de quelques milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur des projets de grande envergure et beaucoup plus complexes. Après, voilà, vous pouvez peut-être préciser aussi en région les coûts que vous voyez passer. ouais, c'est assez représentatif de ce qu'on voit aussi en région maintenant en fonction de la taille du projet et puis de ce qu'on va aussi intégrer dans l'étude. Si on intègre directement en phase d'étude des forage tests pour aller valider les hypothèses qui sont prises quand c'est nécessaire, le coût va être grandement différent. Mais moi, c'est pareil, par exemple, sur le grand test, en fonction de la taille du projet et du coup de la complexité de l'étude, on va être entre 5 000 euros et 15 000 euros, quoi, pour donner une fourchette à peu près. Eh ben, merci pour ce retour. Et je n'ai pas pu prendre connaissance au fur et à mesure de toutes les questions qui apparaissent encore dans le chat depuis que j'ai commencé à prendre la parole. Cela étant, il y avait une question qui permettait peut-être de faire le lien avec la suite. Pourra-t-on avoir le lien d'invitation pour le webinaire de la semaine prochaine? Oui, comme je l'ai mentionné juste avant, du coup, oui, en effet, vous pourrez l'avoir. Normalement, vous le recevrez par mail quelques jours avant le début du webinaire, donc c'est-à-dire a priori mercredi, et puis vous le recevrez à nouveau vendredi matin prochain, comme c'était le cas pour ce webinaire. Et vérifiez bien que vous y êtes inscrit à ce second webinaire. Sur le formulaire, on peut s'inscrire qu'à un seul webinaire ou alors choisir les deux. Donc, je vous invite à vérifier que vous êtes bien inscrit au second. Si vous ne l'avez pas reçu d'ici jeudi, c'est que potentiellement vous n'êtes pas inscrit. Du coup, je vous invite à renouveler l'inscription potentiellement. Donc, faire une demande, me faire une demande à moi directement. Merci bien. J'en ai terminé avec les questions à relayer. Je m'aperçois que je ne me suis moi non plus pas présenté. Je fais partie de la FPG, je suis Xavier Mock et j'ai à la coordination du réseau d'animation en région. Je vais tout de suite relaisser la parole à mes collègues
pour le cas où ils auraient noté d'autres questions auxquelles il n'aurait pas été possible de répondre dans l'intervalle. Eh bien, j'en profite, Xavier. Merci pour la présentation des questions laissées sans réponse dans le chat. Après, il y avait un certain nombre de questions où on a tenté de répondre et où il y a eu potentiellement plusieurs réponses et qui méritent peut-être de s'attarder dessus. Et Xavier, pour le coup, je pense que la première t'est adressée. On a beaucoup parlé de géomodélisation, de dimensionnement de champs de sonde, de nécessité d'avoir réalisé un TRT, d'obligation de réaliser un TRT. Est-ce que tu veux peut-être reclarifier un petit peu le message global à faire passer à ce sujet? Oui, volontiers, merci. Alors, l'obligation de réaliser un TRT, donc déjà, de quoi parle-t-on? Un TRT, c'est un test de réponse thermique qui permet d'aider à savoir quel linéaire de sonde géothermique va être nécessaire pour satisfaire les besoins d'un bâtiment en particulier. Euh, L'ADEME exige ce test de réponse thermique dès lors qu'on envisage d'installer au moins 1000 mètres de sonde en linéaire cumulé. C'est plutôt un bon ordre de grandeur, même si évidemment il y a différentes configurations et que lorsqu'on est à 900, des fois on se dira ça se justifie, et alors que d'autres fois on serait à 1100 et on se dit là ça se justifie pas. Qu'importe. C'est l'ordre de grandeur qui a été choisi. Euh, Faire ce test de réponse thermique en soi n'a aucune utilité pratique si on ne fait pas derrière une géomodélisation. Lorsqu'on couple les données du test de réponse thermique et des besoins thermiques du bâtiment heure par heure, on est capable d'évaluer les températures qu'on va avoir dans les sondes et donc les températures qui vont revenir au niveau de la pompe à chaleur. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir dimensionner au plus juste possible le linéaire de sonde à poser, en se fixant un critère de type on veut que l'eau revienne des sondes toujours à 0 degré, par exemple. Enfin à 0 degré ou plus. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut qu'on rajoute du linéaire. Si on s'aperçoit qu'on revient toujours à plus de 5 degrés, c'est qu'on a surdimensionné l'installation et qu'on pourrait fonctionner avec un linéaire moindre. C'est pour ça qu'on va demander de faire un TRT complété par une géomodélisation pour pouvoir ajuster la longueur de sonde nécessaire dans le but d'optimiser la partie technico-économique. J'espère que j'ai été clair sur ce point-là, parce que la conséquence, c'est que maintenant, si on est sur un tout petit bâtiment où on hésite, on se dit que dans le pire des cas, il faudra 110 mètres de sonde et dans le meilleur des cas, il en faudra 90, on va éviter de sortir l'artillerie lourde, on va tout de suite mettre 110 mètres de sonde. Ça a un surcoût qui est relativement négligeable et ça va nous éviter de pousser ces études qui nécessitent de faire à la fois un ouvrage test, un test de réponse thermique et une modélisation dynamique des besoins du bâtiment. En conclusion, cette géomodélisation est nécessaire dès lors qu'on a fait un test de réponse thermique, parce qu'on ne sait pas utiliser un test de réponse thermique de façon opérationnelle si on n'a pas fait de géomodélisation. Et cette géomodélisation, en plus des données du TRT, va nécessiter d'avoir des informations sur les besoins énergétiques du bâtiment, du projet, et donc de sa pompe à chaleur géothermique. Et ces besoins-là doivent également être suffisamment précis pour que le résultat de la géomodélisation reflète la réalité. Et pour finir, il y avait un deuxième grand sujet dans le chat, mais qui n'a peut-être pas besoin de beaucoup plus de détails, puisque Astrid a eu l'occasion de rappeler dans son intervention qui est arrivée après les questions sur le rôle et les nécessités, les obligations d'avoir recours aux professionnels qualifiés, et notamment de la part des bureaux d'études. Il y avait voilà, à plusieurs reprises cette question de la double compétence, à quel moment elle est nécessaire, à quel moment elle est conseillée. Voilà, Astrid, si tu penses que ça a besoin d'être clarifié, n'hésite pas à le refaire.
étant donné que ça fait beaucoup réagir. Je pense que Estelle l'a bien présenté là tout à l'heure, hein, concernant les qualifications des bureaux d'études exigées, que ce soit sur les nappes ou sur les sondes. Il s'agit surtout avant tout de s'assurer qu'on a bien un binôme possédant les compétences à la fois sur le volet sous-sol, mais aussi sur le volet surface. On a jugé que les installations sur nappe étaient peut-être plus complexes en termes de dimensionnement et de mise en œuvre que les installations sur sonde. Et donc, c'est pourquoi on a imposé les 2 qualifications RGE études 10.07 et 20.13 pour l'étude des opérations sur nappe. Je ne sais pas si ça répond, si ça clarifie le sujet. Tout à fait. Merci Astrid. Et voilà, selon moi, c'était les deux grands sujets qui pouvaient être pertinents de détailler. Donc une fois de plus, je laisse mes collègues ressoulever des questions qui mériteraient éventuellement d'être détaillées. Là, moi, je suis sur une question sur laquelle on n'a pas répondu dans le chat, qui est de nouveau pour Astrid plus. Là, il y a une demande, ça a été relancé. C'est par rapport à la solution de référence. En gros, la question, c'est faut-il systématiquement comparer la solution géothermique à une solution de référence gaz? Quelle est la position de l'ADEME, notamment dans le contexte des bâtiments neufs soumis à la RE 2020, où il apparaît plus pertinent de comparer la géothermie à une solution aérothermie, donc PAC RO, pour rester cohérent avec la réglementation en vigueur. Dans ce cas précis, la géothermie semble moins attractive en raison du temps de retour sur investissement souvent élevé. Donc voilà, la question, c'est quelle est la solution de référence, notamment dans le cadre de cette nouvelle réglementation thermique? Alors, j'entends bien le propos et le questionnement. En fait, c'est aussi historique, hein, voilà, jusqu'à ces dernières années, les solutions de référence étaient des solutions fossiles, donc principalement sur gaz. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir comparer tous les projets sur la même base. Donc, on prenait donc une comparaison avec une solution de référence gaz. L'idée aussi de faire cette comparaison, c'est aussi destiné à convaincre la maîtrise d'ouvrage de l'intérêt de passer aux énergies renouvelables. Donc, après, oui, on peut se poser des questions concernant le neuf et peut-être de redéfinir la solution de référence, puisque en plus, dans peu de temps, les solutions sur chaudière gaz seront définitivement abandonnées. Donc, à voir, ouais. Je crois que pour compléter un peu ce qui vient d'être dit, il y a les aspects réglementaires et après, il y a les aspects cohérence du projet. L'idée étant de rendre un projet le plus cohérent possible. Si dans les comparaisons que vous allez réaliser notamment en phase d'étude de faisabilité, vous vous rendez compte qu'avec une installation bien réalisée, bien entretenue et bien gérée en aérothermie, vous arrivez à être plus pertinent qu'en géothermie, et je crois que c'est aussi l'objet de l'étude de faisabilité, de déterminer qu'est-ce qui est le plus pertinent par rapport à votre projet. L'idée ici est que nous, on soutient au niveau du réseau animation géothermie, c'est que la géothermie, c'est une des solutions les plus pertinentes. Maintenant, si par rapport à votre cas spécifique, la solution la plus pertinente, c'est pas la géothermie, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas aller de manière extrémiste, c'est-à-dire il faut mettre de la géothermie absolument partout. C'est à étudier au cas par cas. Nous, ce qu'on vous dit simplement, c'est que dans le cadre de la majorité des projets et de ce qu'on peut nous voir, les solutions de géothermie sont extrêmement pertinentes, au moins à étudier, et qu'il ne faut pas les écarter en phase d'étude, et que vous vous rendrez compte très régulièrement que quand on étudie correctement la géothermie, elle se révèle être une des solutions les plus pertinentes par rapport à par rapport au projet. Maintenant, effectivement, il y a des cas où c'est pas le cas.
Après, je dirais, enfin, pour compléter un peu, parce que moi, je le vois en région, la géothermie, le message qu'on essaie de faire passer, c'est que, alors certes, le temps de retour sur investissement, c'est le sujet qui intéresse beaucoup les porteurs de projets, mais en fait, nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est qu'il n'y a pas que le côté financier, alors notamment lié au fait qu'on a des variations. Des systèmes énergétiques qui est assez forte et qu'effectivement, on peut avoir des changements des références énergétiques qui font que ça va un peu biaiser toutes ces notions de temps de retour sur investissement, parce que finalement, à chaque fois, c'est sur un référentiel qui peut évoluer, donc c'est compliqué de se baser sur un référentiel qui change. Et en fait, ce qu'on invite souvent, et je l'ai vu moi dans un certain nombre de projets où c'est pas forcément intéressant économiquement sur le papier, pas plus que ça, en tout cas des temps qui peuvent paraître plus longs que d'autres solutions, mais par contre, voilà, comme disait Noé, il y a des spécificités à prendre en compte, notamment à partir du moment où vous avez des besoins de froid, la géothermie apparaît, en plus de vos besoins de chaud, la géothermie apparaît comme la solution la plus intéressante, ne serait-ce en termes d'éviter de réchauffer l'air ambiant, et puis cette chaleur, elle est mise dans le sol, et du coup, ça améliore aussi votre dimensionnement thermique pour la saison de chauffe. Et puis après, il y a malgré tout le confort. Nous, ce qu'on préconise quand il commence à y avoir des doutes, notamment sur le côté financier, on est là, bah ouais, mais peut-être qu'on serait autour de 15 ans, 20 ans de temps de retour. Donc déjà, il faut prendre en compte la durée de vie de la pompe à chaleur, qui s'approche très facilement des 30 ans aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on aura rentabilisé le projet dans la durée de vie de l'équipement surface. Les forages, il faut voir qu'on peut dépasser 50 ans, atteindre 100 ans, même si c'est en nappe, si c'est bien maintenu. Et puis les sondes, voilà, elles vont pas bouger dans le sol. Et après, voilà, il y a ce confort, c'est que malgré tout, quand vous voulez faire un projet de géothermie, faut aller visiter une installation de géothermie, vous adresser à vos animateurs, vos ambassadeurs, vos chargés de mission, essayer d'aller voir une structure qui ressemble à la vôtre, qui a de la géothermie. Et en fait, moi, c'est ce que je vois à chaque fois, c'est les gens, ils rentrent dans le bâtiment. Alors, il faut y aller en période de chauffe, hein. Mais en fait, on a un confort, un ressenti qui est vraiment différent. Une installation qui va être bien faite, bah, malgré tout, on ne peut pas concurrencer avec les autres énergies en termes de confort et de ressenti humain. Et ça, c'est vraiment ce qui en ressort. Donc, c'est vrai que c'est peut-être le point faible un petit peu de la filière, ce côté-là, mais aussi lié au fait que la référence change. L'exemple ici, si effectivement on est comparé à de l'aérothermie, bah, on n'aura pas les mêmes temps de référence, c'est sûr. Mais malgré tout, c'est pas l'argument que nous on met en avant parce qu'on sait que c'est extrêmement volatile. Des projets qui auraient été réalisés en 2020, qui auraient vu le jour en 2023, bah, ils sont passés peut-être de projets pas très rentables à extrêmement rentables parce que basés sur le gaz qui a à des tarifs qui ont explosé en l'espace de 2 ans. Donc voilà, c'est un petit peu un complément là-dessus. Après, il ne faut pas oublier aussi, je ne crois pas que tu l'aies dit au début, mais les coefficients de performance ne sont pas du tout les mêmes aussi. Oui. Donc, on rattrape beaucoup plus facilement. Les économies d'exploitation sont vraiment réelles, même sur de l'aérothermie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Il y avait encore quelques questions, même s'il y avait des pistes de réponse qui avaient été données sur les émetteurs vraiment adaptés au rafraîchissement, notamment le géocooling. Si on avait des retours d'expérience sur les ventiloconvecteurs, c'était vraiment le plus adapté. Je vais essayer d'apporter un premier élément de réponse, mais je pense que Xavier, tu pourras me compléter parce que je vois que tu avais. Les émetteurs les plus adaptés, ça va dépendre aussi du type de froid que vous voulez. Là, j'ai compris que ça parlait notamment de géocooling. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Si on parle par exemple d'un plancher chauffant rafraîchissant, c'est très bien adapté à un fonctionnement en géocooling pour abaisser de quelques degrés la température du bâtiment. Vous avez d'une part la partie confortable du plancher chauffant rafraîchissant, d'autre part l'aspect visuel qui est inexistant et sans mouvement d'air. Après, effectivement, vous avez aussi la possibilité de faire du rafraîchissement via des aérothermes, euh, donc des ventiloconvecteurs qui vont pulser de l'air rafraîchi. Ça fonctionne très bien. Il faut juste veiller à ce que le dimensionnement des batteries froides dans notamment la CTA, quand on est dans le cadre de la CTA, correspondent au niveau de température du géocooling. Après, ça va dépendre de vos usages. Quand on est par exemple en rénovation et qu'on veut garder l'ancien système d'émission de chaleur
qui sont des radiateurs qui peuvent être adaptés du coup au niveau de température de la géothermie. Ça, il faut être vigilant dessus, mais ça a déjà été abordé. On ne peut pas produire de froid, en tout cas émettre du froid avec des radiateurs. Donc là, ça va être plus simple d'installer des ventiloconvecteurs. Maintenant, si on est sur un système où on envisage de passer par du plancher chauffant, autant raisonner directement sur la réversibilité de l'émission pour fonctionner de cette manière. Donc, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Il y a des critères de confort, d'adaptabilité du bâtiment, mais globalement, il n'y a pas de système mieux qu'un autre. Ça s'adapte en fonction du besoin. Et je te laisse la main, Xavier, si tu veux compléter. Non, non, ta réponse me semble être très exhaustive, très complète. Effectivement, il y a différentes configurations ou différents qui se prêtent plus ou moins à différents types d'émetteurs. Euh, on ne peut pas dire que certains soient meilleurs que d'autres ou adaptés à toutes les configurations. Ils ont également leurs avantages comparés selon d'où on part, où on veut arriver et les besoins qu'on a dans le bâtiment. Merci, je pense que ça répond bien à la question. Peut-être il y a une question qui a été traitée, mais je pense qu'il est intéressante de repartager la réponse à l'oral. C'est pourquoi les solutions de géothermie sont si peu déployées, si elles sont voilà, pertinentes comparées notamment à l'aérothermie. Du coup, je partage juste les réponses qui ont été données et je vous laisserai ajouter si jamais. Mais du coup, plusieurs raisons. Bon, elle est assez méconnue en fait du grand public, hein, ce qui fait que c'est que elle n'est pas forcément étudiée dans les solutions, dans certains cas, mais peut-être la plupart des cas. Euh, Elle est peu préconisée par les bureaux d'études, les installateurs. Elle est plus longue à installer que d'autres solutions plus classiques et il y a ce mur de l'investissement donc voilà, qui va être plus important que d'autres solutions, même si le temps de retour sur investissement et puis les réductions de factures, elles sont très intéressantes après ce mur de l'investissement. Et du coup, en fait, quand on réfléchit justement euh, enfin, voilà, si on réfléchit coût global, elle est très intéressante, mais du coup, il y a peut-être cette difficulté à se projeter, à se projeter sur plusieurs années. Et donc, voilà. Ce que je peux dire, je ne sais pas si vous voulez compléter. Comme tu suggérais que l'on complète, une autre personne avait également mis en avant le fait que souvent les installations de type CVC étaient surdimensionnées et que ça aussi était nuisible à la géothermie, puisque dès lors qu'on rajoute 50% de puissance inutile, ça revient beaucoup plus cher et que dans ce genre de cas, c'est plus difficile à rentabiliser. Ou plus exactement, ça éloigne le moment où on va pouvoir la rentabiliser. Merci Xavier. Je ne sais pas si on a Question, ouais, dans les nouvelles questions qui sont sorties, quid de l'évolutivité des installations géothermiques si les besoins évoluent au cours de la vie du bâtiment? Comme tout système de chauffage, la géothermie va être étudiée par rapport à l'usage d'un bâtiment précis. Si maintenant vous faites varier l'usage de ce bâtiment, il faudra étudier l'adaptabilité de ce système. Si vous agrandissez votre bâtiment sans toucher à l'enveloppe et du coup avec des mêmes niveaux de performance mais plus de surface à chauffer, le système sera sous-dimensionné. Donc on peut compléter de la géothermie en ajoutant des sondes et en ajoutant de la puissance via de nouvelles pompes à chaleur si besoin. Si vous réduisez vos consommations, là, le système fonctionnera, il sera simplement surdimensionné. Donc, l'investissement sera également surdimensionné par rapport à vos besoins. Maintenant la réflexion sur l'usage du bâtiment est très importante en amont de tout projet de remplacement de système de chauffage ou de rafraîchissement. Mais ça, pas que pour la géothermie, en fait, pour tout type de système de chauffage. On répond à un besoin
sur un bâtiment à l'instant T, quoi. Sachant que ces problématiques de sous-dimensionnement et surdimensionnement seront abordées dans le prochain webinaire. Après, dans les questions qui sont, enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque, je pense. Nous avons plusieurs demandes clients pour des faisabilités géothermiques qui n'aboutissent pas en relais, avec les relais en département, notamment pour des questions d'ENR choix, blocage, réseau de chaleur pas clairement déterminé, help. Donc là, en fait, c'est pas help, c'est que effectivement, si c'est il y a dans le NR choix, donc il y a une demande qui est faite d'aller en fait, on va chercher toujours dans la cohérence dont on parlait tout à l'heure entre l'aérothermie et la géothermie, on va chercher à toujours mettre en place la solution la plus pertinente possible par le projet. On ne cherche pas à faire de la géothermie coûte que coûte ou du bois coûte que coûte ou ce genre de choses-là, mais ENR Choix est arrivé pour vraiment hiérarchiser les priorités. Si votre projet il est facilement raccordable à un réseau de chaleur, qu'économiquement c'est intéressant, il n'y a aucune raison d'aller mettre en place une énergie renouvelable individuelle. Maintenant, si vous êtes à 1 km du réseau de chaleur, que vous avez tout le linéaire à faire, qu'il y a une perte de densité de chaleur sur ce réseau, bah là, du coup, une solution individuelle est plus pertinente. Donc là, c'est vraiment cette étude amont, donc ça va être au cas par cas. Donc le blocage, c'est pas il y a un réseau sur la ville, il est à 3 km de chez vous, il faut vous raccorder. Non, mais par contre, s'il passe à 100, 200 mètres et que le raccordement n'est pas très compliqué, que les besoins de votre bâtiment ils sont cohérents avec ce que fournit le réseau de chaleur, bah dans ce cas-là, entre guillemets, c'est pas du tout pertinent de partir, mais que ce soit en solaire, en géothermie ou en bois. Donc, alors sauf si à chaque fois on vous dit non, il faut absolument créer des réseaux de chaleur partout, bon bah si jamais vous arrivez à montrer qu'il n'y a pas de réseau de chaleur existant et que créer un réseau de chaleur n'est pas forcément intéressant au vu des distances et de la densité thermique, bon bah là du coup vous pouvez aller vers des énergies locales. Maintenant, s'il y a vraiment des gros blocages, bah éventuellement là je sais pas quelle région était concernée, mais peut-être éventuellement vous rapprocher de l'animateur ou de la DR ADEME si jamais vous n'avez pas d'animateur pour voir si c'est un vrai blocage au niveau des relais départements ou si c'est juste une incompréhension peut-être. Mais si c'est plus pertinent, c'est normal de passer par le réseau de chaleur. Je ne sais pas si l'un d'entre vous voulait compléter. Mais c'est totalement ça. Il faut comparer, enfin nous on a déjà eu le cas, il faut comparer la solution de géothermie à la solution de raccordement et voir ce qui est possible. C'est sûr que s'il y a plus de besoin de froid, peut-être que la géothermie peut être plus pertinente, mais souvent quand même le raccordement est plus pertinent. Ensuite, il y a une autre remarque, là je les reprends dans l'ordre parce que pas forcément possible de dérouler en temps réel. Problème avec la géothermie, difficulté d'en trouver avec des fluides frigo avec PRG inférieur à 150, si ça parle à l'un d'entre vous. Oui, c'est le potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène. Et effectivement, dans le cadre d'une réglementation européenne qu'on connaît sous le nom de F-gas, il y a des évolutions qui sont en cours. Les fabricants de pompes à chaleur sont en train de s'y atteler. Pour des raisons économiques, ce sont souvent les pompes à chaleur aérothermiques qui ont été les premières à bénéficier de ces nouveaux fluides frigorigènes. Et en ce moment, nos mêmes fabricants de pompes à chaleur sont en train d'adapter également leurs pompes à chaleur géothermiques pour ce type de fluide. Je dirais que depuis 2023-2024, on trouve de plus en plus de pompes à chaleur géothermiques avec ces nouveaux fluides frigorigènes. Merci. Question suivante, les installations de géothermie sont-elles compatibles en zone inondable? À plus ou moins long terme, la notion d'inondable, notamment liée à l'élévation des océans. J'ai Euh, essayé d'apporter une réponse en direct à cette question, qu'on peut trouver un peu en dessous de la question. Ok, bah du coup, je vous invite à regarder la réponse. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions en temps réel? Donc de nouveau, il y avait. Ah, c'était peut-être une réponse à ce qu'on disait sur le critère réseau de chaleur. Blocage ou frein des aides par rapport au critère ENR choix, réseau de chaleur prioritaire. Ok, mais parfois seulement évoqué et pas du tout abouti. Projet géothermie bloqué car pas de subvention ADEME. Là, je pense qu'il faudra peut-être. Je vous invite, c'était Frédéric Lacheret, à peut-être contacter
Je ne sais pas s'il y a un animateur sur votre région, peut-être comprendre, est-ce que c'était les critères d'éligibilité, peut-être le projet qui était trop Hmm. petit. Enfin voilà, il y a peut-être d'autres critères qui font que ça n'a pas été plus loin. Donc je pense Apparemment, c'est la que... région Aura. Donc c'est D'accord. Nicolas. Vous pouvez vous rapprocher de Nicolas Picou qui est chez Aura 2E, euh, qui est animateur régional. Ouais, peut-être pour qu'ils puissent regarder. Et donc après, je ne sais pas si ça avait été répondu. Les freins liés à la faisabilité technique d'une installation géothermie sur sonde, il y a l'emprise foncière. Ah, c'était une réponse. Ah non. Avez-vous des exemples d'installations où les sondes sont situées sous le bâtiment dans le cadre d'une construction neuve? Quels sont les retours, le cas échéant? Merci. Nous Il y sommes a- plusieurs à avoir apporté des réponses à cette question. Et oui, effectivement, il y a des exemples de systèmes fonctionnels où on a mis les sondes sous le bâtiment avant de construire le bâtiment, bien entendu, et où tout fonctionne très bien. Et j'en profite pour vous dire que normalement, la prochaine version du DTU, pardon, du document technique unifié, qui concerne les pompes à chaleur, devrait en tenir compte pour autoriser ce type d'installation en tant que méthode courante. Et pour aller plus loin, on peut même préciser que réaliser des forages d'eau sous un bâtiment, c'est réalisable. Alors forcément, ça apporte un certain nombre de contraintes, mais voilà, le cas de Paris en est un bel exemple. On a des dizaines d'installations qui fonctionnent avec peu ou pas de foncier accessible et où donc la contrainte a été de réaliser des forages dans le dernier niveau du sous-sol ou bien au rez-de-chaussée en traversant plusieurs niveaux de sous-sol. Alors voilà, c'est des choses qui sont envisageables et qui peuvent se regarder quand on n'a pas d'autres solutions en extérieur, même si le principe de base, c'est quand même de faire de la géothermie le plus simplement possible et donc de valoriser du foncier extérieur. Ok, ensuite, si Thomas Voisin est encore là, on voulait peut-être préciser La la source. source de données sur laquelle il y aurait moins d'installations sur nappe fonctionnelle que sur sonde. Donc, savoir peut-être pour que vous précisiez la question. Juste une toute petite précision par rapport au contact des différents animateurs et animatrices régionaux. Vous pouvez retrouver tous les contacts soit sur le site de géothermie.fr, géothermie au pluriel, donc le site de référence géré par l'ADEME et le BRGM. Vous avez des espaces régionaux où vous allez tomber directement sur votre contact ou alors directement également sur le site de l'AFPG. Euh, Il y a une question sur les contraintes sur la position relative des éléments de fondation et des sondes. En fait, ça, c'est vraiment une étude qu'il fera. Et sur les bâtiments à rénover, c'est vraiment l'étude de faisabilité qui permettra d'étudier ces contraintes-là. La question, savez-vous qu'en est-il de la relève des 500 kW à 2 MW sur le seuil de puissance des installations minime importance pour les sondes? Xavier a répondu. C'est bon, désolée, j'ai du mal à suivre les deux en même temps. Et du coup, Thomas Voisin qui nous a répondu, dans le département 72, 2 tiers des installations sur nappe dont les puits d'injection sont colmatés par le fer. Et là, je pense que finalement, la réponse est un peu dans la question, pourquoi est-ce qu'on a des installations sur nappe qui sont plus sujettes à dysfonctionnement? Eh ben, c'est bien parce qu'elles manipulent une ressource qui, par définition, est variable géographiquement, éventuellement variable dans le temps aussi. Une ressource en eau souterraine, voilà, c'est susceptible de réagir en fonction de sa qualité et du dimension et de la réalisation de l'ouvrage, hein. On peut considérer que, par exemple, une eau chargée en fer ne pose pas de problème tant que le fer s'oxyde pas. Donc, si l'installation est faite pour que le fer ne s'oxyde pas, on aura finalement assez peu de difficultés à l'exploiter. Alors que si l'installation fait rentrer tôt ou tard de l'oxygène, ben, c'est là qu'on va voir apparaître des problèmes. Donc voilà, c'est probablement une des raisons pour laquelle les géothermies sur sonde ont l'air plus souvent fonctionnelles. Alors une fois de plus, sous réserve qu'elles soient correctement dimensionnées, qui est le gros enjeu pour les projets sur sonde.
Et puis, on l'abordera également dans le prochain webinaire. Il y a toutes les questions de maintenance en app. Souvent, le problème de colmatage, il peut être identifié en amont et il y a des éléments qui doivent être mis en place dans les forages en eau pour éviter ce colmatage. Mais la plupart du temps, dans les cas de colmatage, alors des fois, voilà, on n'a pas eu de chance, on est sur une ressource vraiment qui c'était pas forcément prévisible et on a un colmatage euh, qu'on n'avait pas prévu. Mais souvent, on constate quand même qu'il y a eu un défaut de maintenance et qu'en fait, la visite annuelle à prévoir sur le forage n'a pas non plus été réalisée. Donc, est-ce que ces installations ont été maintenues correctement ou est-ce que comme ça marchait, ce qui est bien souvent le cas malheureusement, le porteur de l'installation s'est dit qu'il n'y avait pas besoin de faire revenir le foreur. Donc ça, c'est aussi une question à poser sur ces installations-là. Si vous avez encore un peu de temps, la question sur les zones inondables, a priori, la réponse n'a pas été suffisante. La réponse est oui, on peut installer des installations de géothermie en zone inondable en respectant quelques préconisations pour être sûr qu'il n'y ait pas, notamment dans le cas de forage géothermique sur nappe, d'infiltration des eaux de surface dans la nappe. Pour reprendre une des réponses qui a été mise dans le chat, on n'a pas de boule de cristal non plus sur l'évolution des zones d'inondabilité, donc autant prendre le plus de précautions possible dès la conception de l'installation. Mais a priori, oui, oui, c'est envisageable, sous réserve de concevoir l'installation de manière à prendre en compte ces problématiques-là. Une dernière petite question pour la route. Si colmatage, la solution pour décolmater est-elle écologique? Ça dépend quel type de solution. En règle générale, ça respecte ça respecte les réglementations du coup environnementales qui sont mises en place. On peut déjà se baser sur ça. Et après, par contre, pour le colmatage, on va en parler un peu la semaine prochaine, mais il y a plusieurs types d'interventions possibles. Si on parle simplement de faire du rétrolavage dans le forage, donc d'inverser les cycles pour repousser les différentes fines qui pourraient colmater le système, il n'y a pas d'impact. Si on parle de faire du brossage mécanique des forages, il y a très peu d'impact aussi. Après, quand on fait de l'entretien chimique, c'est des choses qui sont possibles d'injecter de l'acide. Il y a des réglementations très strictes à respecter par rapport à ce type d'entretien-là. Il faut faire appel à des professionnels certifiés et compétents dans le domaine. Sauf erreur, on a à peu près réussi à répondre à toutes les questions qui passaient. Eh ben, formidable. Est-ce qu'on a répondu à la question? Il y a beaucoup moins de stations de géothermie sur nappe fonctionnelles que sur sonde. Pourquoi? Oui. Ah, ok. J'étais plus sûr. On peut en rester là si vous n'avez pas d'autres questions. Et si jamais vous en avez, comme on l'a pu le mentionner, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'animateur géothermie de votre région ou alors tout autre relais qui pourrait vous apporter une réponse. Et je vous rappelle le créneau de la semaine prochaine, 10h, 12h15, donc pour le deuxième webinaire sur les bonnes pratiques pour optimiser son installation de géothermie. Et un grand N'hésitez pas à merci à prendre... toutes et tous. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à prendre 2 minutes pour nous donner votre avis sur ce webinaire là avec le Google Form là, qui a été diffusé et qui est épinglé dans le chat. Et sinon, merci et bon appétit.